Salut les gars, salut les go, c'est Tops, de retour dans vos vies. Cette semaine, nous avons beaucoup sur le menu. D'abord, on va faire le recap de tous les combats en boxe et en MMA qui se sont passés depuis la dernière fois qu'on s'est retrouvés. Ensuite, on va recevoir l'invité du jour. Je vous garantis du tonnerre. Et pour finir, on va se tourner sur UFC 305, la carte pay-per-view du côté d'Australie qui va opposer Dricus du Plessis, champion dans la catégorie middleweight, contre Israël Adesanya. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, pour le moment, on est avec Johan et John. Le reste du crew arrive, donc restez câblés. Donc, les gars, on commence avec quoi? On commence avec quoi? On commence avec... ouais, les gars, comment ça va? Comment ça va? Comment était votre week-end? Comment vous avez trouvé les JO? Ça va très bien. Depuis le week-end était bon, surtout les deux matchs de basket en fait aujourd'hui et puis hier. Yeah. C'était du spectacle. Chez les hommes en fait, grosse team USA, Steph Curry. Yeah. À chaque fois, il arrive toujours à nous impressionner, c'est incroyable. Et puis les JO en général, bof. Bon, en fait, moi, je m'attendais à beaucoup de spectacles. Ouais. Mais bon, moi, je retiens rien à part à part le tournoi de basket. Et puis, à part le tournoi de basket, je retiens rien, quoi. Je m'attendais à grand chose du côté du beach volley et du volleyball, mais C'était décevant. Et quand je vois j'étais déçu. certaines personnes poster des photos, non, c'est pas des cotons-tiges qui motivent à regarder le beach volley. J'étais déçu de ce côté. Je m'attendais à voir quelque chose de beau du côté du Brésil, mais rien, rien. John, on dit quoi? Tranquille. Bon, en fait, dans le MCD, en général, c'était une belle, pour moi, c'était une belle cérémonie. Hormis la problématique de la scène, dont il faudra reparler. Pour moi, ça, c'est un élément qui est important. Est-ce que la scène était praticable ou pas? En dehors de ça, belle cérémonie. Moi, j'ai beaucoup regardé le judo. Le basket. Il y avait quoi d'autre? La gym. Parce que j'ai une nièce qui est dans la gym, donc la gym, j'étais obligé de regarder la gym. Mais belle cérémonie, tranquille. LeBron MVP. Donc, les Lakers sont contents. Voilà. Et chez les femmes, c'était qui? Ils ont donné à qui? AJ? Je pense que c'était Aja Wilson. Ah, doublement content alors. Je voulais m'attarder sur les raisons pour lesquelles tu t'es mis à regarder la gymnastique, mais bon, je vais passer ça. J'ai bien dit que j'ai une nièce qui est dans la gym. Mais vous, comme vous êtes dans les choses bizarres, laissez-moi sur la bonne route. Aïe, 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 ok, donc c'était Et ça, sinon, donc c'était Rebecca ça. Andrade, voilà quoi. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, let's go, on va commencer les gars avec le récap des fights qui a eu lieu depuis la dernière fois qu'on s'est retrouvés. Donc, on va commencer avec UFC 304 du côté de Manchester en Angleterre. Ça s'est passé le 27 juillet. Alors, événement pendant lequel Bilal Mohamed, remember the name, est devenu champion dans la catégorie welterweight. Combat qu'il a gagné contre Leon Edwards à la décision unanime. Bon, pour moi, ce combat-là, je l'ai noté 4-1. Leon Edwards, Bilal Mohamed. Il y a quand même, en fait, j'ai pas reconnu Leon Edwards lors de ce combat. La lutte, je pense que c'était déjà, bon, j'espérais qu'il allait céder à la lutte
Parce que il y a déjà le premier combat contre Kamaru Usman, il y avait déjà ce problème-là, il n'arrivait pas à défendre la lutte de Kamaru. Mais bon, le jab aussi, en striking aussi, il a été dominé, ce qui m'a un peu, comment on appelle, ce qui m'a un peu surpris. J'ai pas retenu le fait, j'ai vraiment pas reconnu Leon Edwards lors de ce combat. Je sais pas pour vous, mais je vais vous donner la parole. Let's go, les gars. Qu'est-ce que vous avez retenu du main event UFC 304? Mais bon, je vais commencer, John. L'UFC 304, le main event, moi d'abord, je trouve ça ennuyeux. Parce que on n'a pas eu un combat avec beaucoup d'action. Et puis, ouais, comme tu as dit, en fait, en striking, j'ai trouvé. En fait, il a été dominé en striking parce qu'il a eu peur de la lutte de Belal. Ouais. Et j'ai retrouvé, en fait, les Léon Edouard du premier combat contre Kamaru. Le deuxième plutôt. Parce que le deuxième combat, oui, il y a le high kick, en fait, à la fin qui sauve, en fait, tu vois. Mais sinon, tout le combat, en fait, il a peur, tu vois. Il a du mal, en fait, à trouver les solutions, les ouvertures. Et là, c'était pareil. Il a vraiment eu peur. Dis-toi même que parce qu'on oublie, mais Léon Edouard, en fait, en GGB, je crois qu'il a maintenant une ceinture noire, non? Si je me trompe pas. Ah ouais. Et quand on a vu contre Camaro, en fait, il peut te proposer quand même des trucs lorsqu'il a le dos, lorsqu'il se trouve avec son dos, en fait, contre l'octogone, tout ça, contre le tatami. Mais là, j'avais l'impression qu'il avait vraiment peur. Impossible de tenter quelque chose. Il était genre apeuré, genre. Il a fallu attendre. C'est au cinquième round, non? Quand il arrive à se retourner, et puis à un moment donné, il accélère, genre, il le blesse, et puis tout. Le Et puis quand il a... troisième round. Le troisième round. Non, Parce il le qu'il y a... blesse, il le déchire quand c'est le cinquième, non? C'est tout à la fin. Ouais, c'est le cinquième qui le Le déchire. cinquième. Ouais. Tu vois. Et là, je me suis dit, en fait, mais pourquoi tu n'as pas fait ça depuis? Ouais. Donc, la déception, tu vois. Et je pense qu'il a eu tellement peur de la lutte de Belal qu'à la fin, on n'a pas retrouvé l'élan de Duarte qu'on a eu le troisième combat contre Kamaru. L'autre combat, en fait, aussi contre Colby, tu vois. Parce que même, en fait, en striking, quand même, genre, on connaît tel low kick, tout ça. Mais pourquoi tu n'as pas essayé ça, en fait, dès le début du combat? Termine-le, en fait, tu vois. Empêche-le de se déplacer, il tourne. Mais j'ai été déçu, en fait, par sa performance, tu vois. Vraiment déçu. En fait, je pense qu'on a tous la même analyse, mais je pense pas. Moi, je dirais plutôt qu'il a eu peur du striking tout simplement. C'est même pas par rapport à la lutte. C'est il a bu le jab du premier pratiquement au cinquième. Moi j'ai trouvé, en striking. Moi je m'attendais à ce que, bon, mais là on sait qu'il a une lutte très, très oppressante. Voilà, c'est quelqu'un qui t'étouffe, vous allez aller au sol, et je pense même quand il est arrivé au sol, il cherchait pas forcément la soumission, il cherche à te garder là, et c'est ce qu'on a vu en fait. C'était un fight de MMA, pied-point sol. Le ground control, si on regarde les ground control cumulés, on est à peu près 15 minutes facile, entre les deux, voire plus. Et il a eu un striking qui était limité, très limité. Autant au sol, il arrivait à trouver des solutions, il se levait toujours, mais l'objectif, en fait, c'est quand t'as gardé au sol et on t'a bouffé au sol comme il s'est fait bouffer au sol, tu vas perdre le fight. À un moment donné, tu as son coach qui lui dit, je sais pas à quel round, entre les rounds, tu lui dis, oh, à un moment donné, tu veux qu'on stoppe le fight ou tu vas vraiment te lâcher? Bon, tu as Edwards qui lui répond, shut the fuck up. Mais Edwards ne sait pas, il a été empêché de s'exprimer. Et c'est là où il faut saluer la performance de Belal, c'est que tu as un élément qui est un gros striker et qui se fait bien manger en striking. Et à la lutte où on sait que ça va être compliqué, il se fait aussi bouffer là-bas. Et au cinquième, il se lâche, mais à la fin du round. Parce il a cut Belal à la fin du round. Là où, bon, c'est un dommage, mais le combat est déjà terminé, quoi. Et on t'a bouffé 4-1. Après, il disait, il y avait des problématiques je crois ils ont parlé des problèmes de santé, bon, sans dire que c'était une excuse, mais que c'est peut-être ça qui aurait gêné Léon. Mais bon, Ce sont des là, excuses, c'était c'est tout. clair, net, il s'est fait bouffer il a eu un round sur les 5. Mais il faut quand même, enfin, moi, ce que je salue du côté d'Edouard,
le sol était, moi j'ai aimé voir les séquences au sol, se relever comme ça, c'est pas facile et repartir. Donc, Belal a fait du Belal, quoi. Avec la donnée de striking en plus. Surtout que pour ce match-là, ben, beaucoup n'ont pas vu, mais il était quand même avec le camp à Khabib en fait. Donc, on aurait dû se douter que le game plan devait être mis à point et des trucs comme ça. Donc, c'était ça pour le main event. Et pendant la même carte, on a eu Thomas Spinal qui a solidifié son statut de meilleur heavyweight de la planète. Il a défendu son titre intérimaire en battant par TKO Curtis Blades au premier round. Yohan, qu'as tu pensais de la performance de Thomas Spinal? Euh, Impressionnant. Alors, il faut dire en fait les termes, tu vois, parce que moi j'ai toujours dit Curtis Blade, normalement dans cette catégorie, il est juste là pour savoir si tu mérites en fait d'aller chercher le titre ou d'aller combattre les meilleurs combattants. Et avec Aspinal, ce qui est bien, c'est que bon, il avait déjà battu quand même, on va être honnête, hein. Il avait déjà battu l'autre fils de Léo, là, j'oublie son nom, le russe. Pavlovich. Gelton. Non, Oh, Pavlovich. Pavlovich. Ouais, Léo nous a cassé les oreilles avec lui. Donc, on se doutait déjà que c'était en fait un des meilleurs de la catégorie. Mais quand tu bats Curtis Blade, tu confirmes, ok, en fait, j'aspire vraiment à aller chercher le titre. Et ce que j'aime en fait avec Aspinal, c'est que on sait que c'est un gros lutteur et qu'il est très bon en fait aussi en GGB. Mais je vous pose une question. Vous l'avez vu combien de fois lutter en fait depuis qu'il combat en fait à l'UFC? Qui Thomas ça? Spinal. Thomas Ouais. Spinal. Ouais, Aspinal, je pense qu'il avait lutté contre Taibora. Marcin Taibora, il bat Il a une Taibora à soumission. soumission, non? Il a quelques soumissions. Il a pas, Ouais, attends. il a la soumission contre je pense, Taibora. Marcin Taibora. Voilà. Mais sinon en fait surtout, on remarque aussi que le gars en fait c'est un gros puncher. Ouais. Et c'est là en fait où moi je mets vraiment en haut de cette KT, c'est parce que il sait tout faire. Et c'est ce que je trouve impressionnant chez lui, chez les poids lourds, quoi, de trouver en fait un combattant qui en striking en fait je pense peut rivaliser peut-être avec un Cyril, mais qui va apporter un truc où il est vraiment excellent en plus, c'est la lutte. Ok, d'accord. Petite rectification, la soumission, c'est contre Volkov, Alexandre Volkov, Volkov. la Ok. Kimura. Ouais, Je crois que c'était une Kimura, hein, de mémoire. ouais. Et il a une autre soumission contre Arlovski. Avant ça, c'était en 2020, en 2021. Donc, et pour John, à John, je pose la question. Bon, t'as pas trouvé que le combat était un peu trop arrêté un peu trop vite? Ou bien? Arrêtez-moi ça tout de suite. Si c'était Toujours Godard, Godard, man. Toujours ouais, Godard. c'était Godard à l'arbitrage. Godard, il a une politique pour que les gens comprennent bien. Non Donc, quand vous les voyez souvent gars, il y a certains des fights, combats et où vous j'étais dites early d'accord, mais là quand stoppage, même je refuse. attends, quand vous voyez souvent certains early stoppage, enfin, entre guillemets, early stoppage, vous vous posez des questions. Regardez qui arbitre le combat. Si c'est Godard, Godard, il a une politique et il a dit, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'y fasse. Il a dit, moi, je suis là pour protéger les fighters. Si j'ai un léger doute, un truc, je stoppe le combat. C'est Godard qui a arbitré contre Adesanya le fight quand il se fait mettre TKO par Pereira. C'était Godard. C'est Godard qui était le fight de Sean O'Malley contre Sterling. C'était Godard. Donc, c'est une fois que tu te retrouves en danger, il va stopper. C'est pas surprenant venant de la part de Godard, déjà. Mais après, personnellement, je trouve qu'il aurait pu laisser quelques shots encore. Et ça, juste pour voir, peut-être quelques 3 4 secondes de plus. Après, bon, Curtis, il Ouais, a toujours ouais, ce ouais. truc-là, quand il voit les KO, il commence toujours à demander, oui, pourquoi on a stoppé beaucoup tôt, beaucoup plus tôt, etc., etc. Donc, il a toujours Ouais, la même mais bon, attitude. sinon, Pour moi moi, aussi, on aurait juste 3 4 secondes de plus. ouais, moi je suis d'accord, parce que pour moi aussi, on dirait que le combat était un peu vite, trop vite stoppé, en fait. Ça ça n'enlève rien à la victoire de Thomas Spinal. Absolument, Très absolument pas. impressionnant. Ouais, Et juste, Johan très parlait impressionnant. de la puissance d'Aspinal.
c'est un élément qui trempe, c'est Kento dans le pétrole. Juste pour Ouais. qu'il, juste, voilà. Alors, et dans la même carte, on a Paddy Pimblett qui soumet Bobby King Green au premier round. Ensuite, on a Gregory Rodriguez qui va battre Christian Leroy Duncan à part décision unanime. Et on a aussi Arnold Arlen qui va battre Giga Chikadze par décision unanime. En tout cas, c'était une belle carte. Ensuite, on va quitter Manchester et se diriger du côté de Los Angeles où on introduisait le Riyadh Season aux États-Unis. Et lors de cette carte, on avait en main event Terence Crawford, on est en boxe, contre Israel Madrimov. Alors, c'était le 3 août du côté de Los Angeles au BMO Stadium, comme je disais. T-Bud, qui faisait ses débuts dans la catégorie junior middleweight, s'impose par décision unanime contre Israel Madrimov pour devenir champion dans 4 catégories, c'est-à-dire lightweight, junior welterweight et junior middleweight. Je disais, comment avez-vous trouvé la prestation de T-Bud? John, vas-y. Euh, Dans l'absolu, par rapport à sa dernière sortie, je trouve qu'il a été mis un peu en danger quand même, parce qu'il prenait beaucoup trop de direct du droit à mon goût, et en fait c'était le même direct, et tu avais l'impression que c'était les mêmes setups en fait. Et c'est ce que j'ai trouvé, je sais pas si c'est l'inactivité qui fait ça. Donc, mais sinon, prestation solide. Parce que Tibad, c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup à l'adversaire. Mais quand je fais la comparaison entre sa sortie contre Spence et celle-là, je trouvais que Madrimov l'a mis beaucoup plus en danger que Spence, hein, finalement. Parce que tu vois le visage juste après, et on peut voir. D'un côté, tu avais le visage quasi propre, là, tu avais le visage qui était gonflé. Donc, est-ce que c'est l'inactivité ou c'est... Bon, il faut donner du crédit à Madrimov pour l'avoir mis dans ce genre de situation, mais Bud beaucoup plus en danger, mais prestation solide dans l'ensemble. Il a fait le taf. Et voilà, décision unanime. Je pensais qu'il allait finir le boulot. Qu'il allait finir le boulot avant pas la décision, mais par KO, TKO. Mais bon, solide. Et Johan, est-ce que pour rebondir sur les propos de John, en fait, est-ce que tu ne penses pas que le combat était un peu partagé vu la montée en poids de T-Bud? Est-ce que la catégorie junior middleweight, c'est une catégorie où il va rencontrer le plus de difficultés, en fait? Parce que c'est pas son poids naturel, en fait. Et la question, elle mérite d'être posée, surtout qu'il a envie, je pense, de monter plus haut pour aller, par exemple, prendre Canelo, etc. Et il faut vraiment se poser la question, parce qu'on sait le talent qu'il a, on sait à quel point il est fort, mais est-ce qu'il a intérêt, rien que pour sa legacy, en fait, à toujours monter pour aller conquérir, en fait, l'autre victoire de prestige? Parce que là, actuellement, en fait, pour Crawford, il s'agit juste d'une seule chose, c'est de terminer, en fait, sa carrière invaincue en battant d'autres cordes et d'en aller chercher un certain Mayweather, c'est tout. Parce que c'était l'argument de certaines personnes ici. Hein? Dont un qui s'est muté, qui a coupé la caméra. Bref, donc, est-ce qu'il a vraiment en fait intérêt à aller plus haut? Moi, j'ai l'impression que le fait de monter, tu vois, le désavantage quand même assez. Après, il faudrait peut-être un deuxième combat en fait, parce que bon, c'est difficile en fait aussi d'avoir on va dire quoi, un avis définitif après un seul combat dans cette catégorie, mais moi j'ai l'impression que le poids a quand même joué un rôle en fait important. C'est pour ça qu'il a été plus touché. Donc, est-ce qu'il n'a pas intérêt en fait à continuer de nettoyer en fait les catégories en bas pour juste terminer en fait et puis laisser en fait sa legacy au top du top quoi. Parce que plus il va monter, je pense plus il sera en danger. Donc après peut-être que l'on se trompe, mais il faudra un autre combat en fait pour voir quoi.
Ton micro est coupé. Ok. Ouais, en tout cas, ce sont des questions qui méritent de se poser et ce qui me donne aussi un peu, ce qui me fait aussi un peu peur pour un éventuel combat contre Canelo. Mais bon, apparemment, On va à dire l'heure où nous que sommes, ça ne se fera pas. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur pour l'instant. Et il faut bien dire à cause de qui ça ne se fera pas. C'est ça, justement. J'ai comme l'impression que, après, et c'est justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai comme l'impression que Canelo le fuit, en fait. J'ai pas, Attends, là, on n'est plus sur les impressions ou le Congo Sahel et on a dit. Donc, il y a le chef, il s'appelle comment? J'oublie son nom. Le Saoudien comment on qui l'appelle, Turkish Alaki. Turkish. Yeah. Voilà. En fait, il nous a bien dit, et ça c'était un post, là, c'est pas qu'on a dit qu'il n'y a pas les preuves. Il a bien dit. Canelo demande des sommes extravagantes parce qu'il a peur de faire ce Yeah. combat. C'est tout. Là, c'est là. John ne va pas encore dire, oh, Yohan, tu inventes. Non, là, c'est ce qu'il a dit. Donc, je sais La, pas. Moi, ça m'a fait bien rire. la sortie était le, salée, il a lavé Canelo et merde. Non, le prince là parle, c'était il fort en tout parle cas. chèque ou prince ou. Il parle mal, hein. Il est Ce LH. Canelo a demandé combien? 150. Mais Et après, moi, aussi, j'aime en fait son arrivée dans la boxe parce qu'il a raison en fait. On a eu ça trop pendant un moment où les meilleurs combattants n'affrontent pas les meilleurs combattants. Stop it. Hein, donnez en fait du spectacle aux fans. Affrontez-vous. On en a marre des débats. Oui, mais lui, il peut. Non, non, c'est comme Spence, Crawford. On a eu trop de débats. On a vu, ils se sont combattus. On a la réponse. yeah. Donc, Canelo, hein, viens aussi. Aussi, pendant la même carte, Terence Crawford contre Madrimov, on a eu Andy Ruiz qui affrontait Jared Baby Miller. Le combat s'est soldé par match nul majoritaire. Aussi, te dire de la prestation de Martin Bacolé qui terrasse Jared Anderson au 5e round par KO, une vraie menace pour la division heavyweight. La division heavyweight doit se tenir. Et pour finir, comme récap, on a aussi Clarissa Shield qui montait de 2 catégories pour combattre en light heavyweight et affronter la championne de la catégorie heavyweight, Vanessa Lepage Johannis. Et donc, finalement, Clarissa Shield va battre Vanessa Lepage Johannis par KO au 2e round et capturer la ceinture en light heavyweight et en heavyweight parce qu'elle battait la championne de la catégorie heavyweight. Et du coup, Clarissa Shield devient championne dans 5 catégories, un feat qui n'a jamais été fait chez les femmes, bien sûr. Et tout genre confondu, Clarissa Shield devient la 2e boxeuse en dehors de Roy Jones Jr. à capturer les titres dans la division middleweight et heavyweight. Les gars, que dire de Clarissa Shield? L'un des Euh, GOAT féminins ou bien elle a encore du chemin à faire? Moi, je doute vraiment d'encore du chemin à faire. heureusement, heureusement que tu dis là des GOAT féminins, parce que vraiment, je ne vois pas l'adversité, elle a beaucoup de force. Elle doit faire un test de chromosome, hein. Je Mais me moi demandais aussi, quand est-ce que ça allait arriver. j'ai des doutes sur c'est XX ou XY. Donc, étant donné que tant qu'on ne fait pas d'examen ici, là, tout le monde a le bénéfice du doute. Moi, je suis sûr que c'est un homme qui combat dans la catégorie féminine. Et vu comment elle a voulu call out Floyd Mayweather, je me dis que il ou elle la confiance à sa poigne. Mais bon, à part si on me montre son certificat d'examen de chromosome ici, je reste dans ma position, sur ma position. Merci. On vient juste de finir les récaps. Donc, les gars, n'oubliez pas, partagez le lien, posez vos likes, commentez aussi. On veut savoir ce que vous avez pensé de Terence Crawford, de Clarissa Shield et de UFC 304. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle nous sommes là, l'invité du jour. Alors, c'est un honneur pour nous de recevoir aujourd'hui un autre invité du jour. Côté musique, il n'est plus à présenter.
Ambassadeur du soleil sur terre, restaurateur de la pensée d'or, gardien de la forêt des abeilles, membre du groupe légendaire Mauvaise Haleine. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, côté art martial, c'est aussi un pratiquant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on le reçoit aujourd'hui. Il est alors pratiquant de jiu-jitsu brésilien. Il évolue dans l'académie de la Riva JG dans la catégorie light featherweight. Alors, il est multiple champion d'Europe, multiple champion de France. Il est le vice-champion des derniers championnats européens IBJJF. Il est aussi médaillé de bronze du dernier championnat de France. Nous avons l'honneur de recevoir avec nous Matt Seigneur Léon. Let's go! C'est moi le palmarès, mon gars. Il fallait qu'on fasse nos devoirs, il fallait qu'on creuse. Il fallait qu'on creuse. Ouais. Voilà. Salut à tout le monde. Alors Matt, comment ça va? Ça va. Salut à tout le monde. Salut. C'est un plaisir d'être avec vous Ouais, ce soir. c'est un plaisir pour nous de te recevoir aussi. Il a réussi. C'est vrai ou il y a des choses à rajouter ou à enlever? Oui, tout ce qu'on dit, c'est vrai. Il y a juste une petite chose à corriger. Je suis ceinture marron. Ah, ok, d'accord. Ouais, en fait, on se demandait bien parce que sur le site IBJJF, on a vu Master 4. Donc je me suis dit que c'était quoi dans le grade c'était ceinture noire avec un level brown belt ou bien je me demandais en fait, on se demandait. Non. Master, c'est en fait c'est la catégorie d'âge. Ah, ok, d'accord. Donc il y a Master 1, Master 2, Master Oui. 3, Master 4 et plus. En plus. Donc en fait, Master, c'est à partir de 30 ans. Ah, ok, d'accord. Bon. Mais sinon, de la Riva JG, c'est bien l'académie où tu évolues, c'est ça? C'est ça, de la Riva Nantes. Ok, de la Riva C'est JG. ça. Pour le reste, tout est juste. Let's go. Je me devais quand même de faire mes devoirs. Je me devais quand même de faire. Les gars, on commence. Moi, je vais commencer avec ma question pour Matt. C'est, on sait tous que t'as développé cet amour-là pour les arts martiaux. Pour ceux qui te connaissent, savent que tu avais pratiqué le karaté avec lors des commis. Et moi, je voudrais savoir l'amour pour le BJJ en fait, qui est un sport, qui est une discipline pas vraiment connue en Afrique, surtout en Afrique centrale. Et donc cet amour-là, quand est-ce tu l'as manifesté? Quand est-ce que tu as commencé à pratiquer le BJJ en fait? C'est vrai que moi, j'ai commencé avec le karaté. Les arts martiaux, en fait, c'est parce que c'est un peu l'école du guerrier pour moi, c'est l'école de la vie. Et donc, le karaté m'a toujours intéressé. Et puis, la vie a fait que je rencontre Ekomi, qui lui était déjà dedans de par son père. Et donc, voilà, je me suis un peu familiarisé à la chose. Et puis, la vie a encore fait que je rencontre un grand maître au Gabon, peut-être pas connu de beaucoup, mais en fait, dans le monde du karaté, il est bien connu. C'est le maître Essia. Et donc, j'ai fait mes premiers pas avec le maître Essia. Ça a duré quelques années. Il y a eu une petite cassure où j'ai dû voyager pour les études et tout ça. Et je suis revenu à la charge des années plus tard. Cette fois avec le maître Zolo Olam. Voilà. Donc, c'est Zolo Olam qui m'a un peu donné les bases du karaté pendant un certain nombre d'années. Et il y a eu encore une petite cassure parce que, bon, le maître Zolo a dû voyager et ça a un peu coupé mon parcours. Entre-temps, moi, j'ai toujours gardé cet amour pour les arts martiaux, pas seulement le karaté. Et puis, une fois, je suis tombé sur une vidéo de un combat qui opposait Minotauro Nogueira à Bob Sapp. Voilà, ce combat-là a tout changé. En fait, Bob Sapp est devant Minotauro de loin beaucoup plus lourd, beaucoup plus massif, peut-être potentiellement beaucoup plus dangereux.
un Minotauro qui était vraiment, qui paraissait un enfant à côté de lui. Et Minotauro quand même a fini par le soumettre. Et ça m'a fait comprendre qu'en fait, effectivement, on le savait déjà, mais là, je voyais encore mieux que le combat, en fait, a beaucoup de compartiments. Et généralement, dans un combat qui veut vraiment se rapprocher de la réalité, il faut envisager, en fait, à un moment donné, d'aller au sol. Voilà. Et donc, le sol, en fait, constitue encore une autre science. Et là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la famille Gracier. Elio Gracier était un homme, puisqu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, un homme vraiment avec, comment on va dire, mes mesures, ma corpulence et mon gabarit, c'est-à-dire un moins de 60 kilos, qui, en plus de ça, était asthmatique et développait encore d'autres petites pathologies. Donc, il était physiquement de faible constitution. Et lui, en fait, se posait des questions qui lui tenaient à cœur, c'est-à-dire, alors imagine une situation où tu es avec ta copine et puis un mec de 150 kilos vient et puis essaye de te subtiliser ta copine. Donc, il va falloir te défendre. Alors, comment moi, avec mes 57 kilos et tous mes problèmes physiques et ma faible constitution, je viens à bout d'un adversaire qui a 150 kilos. Donc, il y a au moins 50 kilos de plus que moi. Tu vois? Et du coup, donc, il a développé en fait un style de combat qui est en fait, comment on va dire, une espèce de branche du jiu-jitsu traditionnel japonais. Et on a appelé ça jiu-jitsu brésilien parce que effectivement, la partie sol, Helio Gracie a mis un accent particulier dessus. Et donc, voilà, on l'appelle aujourd'hui jiu-jitsu brésilien. Et j'ai aimé ça parce que j'ai vu Helio Gracie venir à bout d'adversaires vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus costaud. Et il a livré un combat épique et mythique contre le fameux Kimura qui est donc venu à bout d'Helio Gracie avec une espèce de clé qu'on a par la suite baptisée la clé Kimura, justement. Donc, l'histoire du nom de cette clé-là, en fait, vient de ce combat mythique-là. Et sans compter toute la famille qu'il a formée, les enfants, et le plus célèbre, Rickson Gracie. En ça, j'ai trouvé le Jiu-Jitsu très, très, très intéressant. Et j'ai compris, en fait, que la faible constitution, le manque de force ne te condamne pas forcément à la défaite. Voilà. Et cette philosophie-là, transposée à la vie, c'est, c'est vraiment intéressant. C'est tout un challenge. C'est un combat de tous les jours. Ouais, ouais, C'est ouais. ça, en fait. On peut voir que tu es vraiment un historien de la chose. Donc, pour les fans de UFC, Helio Garcia, la personne à laquelle il fait référence, c'est le père de Royce Gracie, multiple champion UFC, en fait. Pour ceux C'est qui, ça, pour- c'est ça. Je dis, quel est le lien que tu Oui. peux faire entre euh, la danse de l'épervier et le jiu-jitsu brésilien, puisque entre le karaté et le jiu-jitsu, tu as fait aussi la danse de l'épervier. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Dis-moi. Ah, ça, mais tu es bien renseigné, mon gars. Il faut déjà un peu faire en sorte que tout le monde arrive à suivre. Ce qu'il appelle la danse de l'épervier, c'est une sorte de... Bah, on ne sait pas si on doit appeler ça une danse. Oui, on peut dire que c'est une danse martiale. C'est quelque chose qu'on est encore en train de développer. Euh, et c'est une sorte de mix de carrefour entre la lutte traditionnelle du village, hein, la lutte traditionnelle, notamment chez les femmes, qu'on appelle le messin. Et en fait, comment dire? On a trouvé en fait une similitude au niveau de la philosophie de ces arts martiaux-là, la capoeira, euh, la lutte traditionnelle à laquelle je fais référence ici, le karaté et finalement même un peu le jiu-jitsu. Donc, quand ils ne se rejoignent pas dans les techniques, ils se rejoignent dans la philosophie. Et nous, en fait, on a essayé de faire une sorte de... On est des artistes, hein, tu vois, donc on s'essaye un peu, tu vois. Faut être un peu fou, tu vois. Donc, on a fait un petit mix de tout ça et puis c'est encore en construction, tu vois. Et de toute façon, le public va assister en fait à la naissance de quelque chose qu'on espère euh, va perdurer dans le temps. Et, et voilà, c'est un véritable héritage qu'on peut laisser parce que au-delà des techniques de danse ou de combat, ça dépend
de quel point de vue on se trouve. Il y a surtout la philosophie qui est derrière. La philosophie qui est derrière, on peut la résumer en 2 mots. Nzila, Nzambi. Nzila, Nzambi. Nzila, pour dire la route, le chemin. Nzambi, bon, vous connaissez tous, il n'y a pas besoin de traduire. On va dire ça comme ça pour aller vite, Dieu. Donc, Nzila Nzambi consiste en fait à aller sur ce chemin-là, gravir la montagne et arriver au sommet, qui est l'ultime combat. C'est une allégorie et c'est à titre symbolique ici, mais c'est pour dire qu'en fait, la guerre, elle est livrée contre soi-même. Nzila Nzambi est un chemin qu'on emprunte à l'intérieur de soi-même et quand on emprunte ce chemin, on est en fait soumis à une série d'épreuves qui visent à faire la preuve de vous-même. Donc, Nzila Nzambi est un chemin dangereux en ce sens où on peut laisser la vie. Mais par contre, quand on a affronté les bêtes féroces, évité les pièges et qu'on a réussi à gravir la montagne avec toutes les difficultés que ça comporte, on revêt la peau de panthère. Et à ce moment-là, on atteint la sagesse ultime. Le stade que les combattants appellent le guerrier pacifique. C'est ça. C'est du lourd. Mais vous pouvez déjà aller voir, hein, les gars, les auditeurs, vous pouvez taper la danse de l'épervier sur YouTube, vous allez voir quelques vidéos. C'est intéressant. Quels sont les objectifs personnels par rapport à la danse de l'épervier? Qu'est-ce que tu planifies en fait sur le long terme? Comment tu aimerais que ça évolue? Comment tu le vois peut-être dans 10, 15, 20 ans? En fait, qu'est-ce que vous aimeriez en fait atteindre avec cet art-là que vous voulez nous transmettre en fait à des majorités de Gabonais? D'accord. Mais on estime qu'en fait, ici-bas, le temps est limité. Mais les œuvres qu'on laisse doivent être d'éternité et c'est ça qui va faire de nous des immortels. Et nous, l'œuvre qu'on veut laisser est en fait dans la stricte continuité de la philosophie initiatique de tous les ancêtres d'antan, qui ont toujours estimé qu'en fait, il faut, dans la vie, en fait, être résolu, malgré toutes les intempéries, à pratiquer la vertu. Et rien de tel que le champ de bataille pour être à l'épreuve. Parce que sur le champ de bataille, on est quand même poussé aux pires atrocités. Et on est condamné, malgré tout, à pratiquer la vertu. Donc c'est un peu cette philosophie-là, nous, qu'on veut, comment on va dire, imprégner en faisant école. Parce que chaque fois qu'il y aura des pratiquants de cet art, qu'on va essayer de faire perdurer dans le temps, chaque pratiquant va véhiculer de par le geste cette philosophie-là. Et même si on ne se souvient pas pour la postérité des noms des initiateurs, parce que nous on n'estime même pas être les initiateurs, je disais qu'on est en fait sur la stricte, comment on va dire, continuité de ceux qui nous ont précédés, mais on veut en fait contribuer à faire perdurer ça, de façon à ce que cette philosophie de la pratique de la vertu, donc de la noblesse dans l'adversité, se répercute dans tous les domaines et les secteurs d'activité. Si vous êtes un politicien, vous devez être un politicien vertueux, renforcé en plus dans vos idées, dans vos valeurs vertueuses, par la pratique de cet art. Parce que c'est ça qu'on veut en fait qui véhicule. Et ça, on veut ça intemporel en fait. C'est en réalité ça qu'on vise. Je marquerai mon temps par des œuvres d'éternité. Oui, c'est dans le sang. Les globules de la parenté, aux sources sacrées du Nil. Je suis resté connecté. Amen. En tout cas, juste, Matt, je sais qu'on a parlé de Ouais. on doit parler de Jiu-Jitsu brésilien, mais pour rester encore un peu sur la tendance de la danse de l'épervier, qu'est-ce qu'il faut avoir comme base pour pratiquer ça, la danse de l'épervier? Est-ce qu'il faut être souple? Est-ce qu'il faut avoir une base martiale? Ou même un amateur peut s'y mettre? Un amateur peut s'y mettre. On n'a pas besoin d'avoir un bagage particulier. Justement, c'est l'apprentissage. Et en fait, la danse se pratique en fonction de vos, comment on va dire, je vais dire ça pour faciliter la compréhension, en fonction de ton gabarit.
Il y a des gabarits lourds, il y a des gabarits légers, il y a des gabarits qui sont intermédiaires entre les deux, et la façon de travailler va être différente. Et on se figure ça par des animaux. Un éléphant ou un hippopotame ne danse pas comme le singe ou un arbre, le baobab, ne se comporte pas face au vent comme un roseau. Vous voyez? Voilà. Donc, en fonction de tout ça, en fait, on adapte la danse. La danse est pour tout le monde, en fait. À quand une Oui. démonstration avec notre boxeur Léo pour une exclusivité, s'il vous plaît, de la danse de l'épervier face à notre boxeur maison Léo le VRC. Juste une démonstration. Si nous pouvons la voir. Ah, mon Tu veux que gars, Léo me tue, bien sûr. l'éléphant dont tu parlais là, c'est moi. Hein. Mon gars, c'est parce que tu n'as pas encore vu les démonstrations, les mouvements qu'ils font là, je ne suis pas encore prêt. Donc, on avance fast forward vers la compétition IBJJF, championnat d'Europe, le 28 janvier. Donc, pour toi, Matt, quelles sont les difficultés? On n'est pas encore au tournoi, on n'est pas encore lors du tournoi. On parle de la préparation en allant au tournoi. Quelles sont pour toi les difficultés que tu as rencontrées? Quelle est pour toi la partie aussi que tu aimes vraiment lorsque tu vas en compétition, en fait? Ah, tu sais, moi j'ai un- une difficulté difficulté, en tout cas, ouais, si on peut appeler ça comme ça, qui en sera toujours une. C'est qu'en fait, je fais partie des plus petites catégories de poids. Donc, je combats toujours plus lourd que moi. Je combats toujours plus lourd que moi. Et donc, à la salle, à l'entraînement, c'est vraiment la souffrance, c'est vraiment le calvaire. Parce que j'affronte des adversaires, même quand ils ont un niveau un peu plus bas, on va dire ça comme ça, c'est toujours une difficulté, le gabarit, en fait. Le gabarit et la force va toujours constituer une difficulté. Donc, c'est un aspect, en fait, que moi j'ai intégré. Et en fait, il faut faire en fonction, trouver les stratégies, en fait, qui vont avec. Donc, moi, j'ai besoin d'être beaucoup plus stratège et vraiment de capitaliser sur mes forces, qui sont l'agilité, la souplesse, et, et voilà. Et donc, en plus, il y a aussi le côté tactique un peu qu'il faut vraiment développer parce que combattre face à un lourd, c'est c'est spécial. Alors, C'est spécial. pour rappeler aux auditeurs et ceux qui nous suivent, la dernière compétition de IBJJF à laquelle Matt a participé le 28, il a évolué dans la catégorie light feather. C'est chez les 64 kilos en fait. Mais Voilà. d'habitude, est-ce que tu peux dire aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent la catégorie dans laquelle tu évolues en fait, En fait, naturellement. mon poids de forme, quand je suis en forme, c'est entre 60, au trop, c'est 61 kilos, quoi. Mais bon, là, j'étais à moins de 60 kilos. Donc, j'étais à 58, 57 kilos, par là. Voilà. C'est un peu la préparation avant qui m'a fait perdre un peu quelques kilos. Du coup, je suis arrivé dans une catégorie, en fait, qui n'était pas la mienne, où tout le monde était plus lourd. Donc, j'étais le plus léger de la catégorie. Mais bon, ça, c'est toujours comme ça de toute façon. Donc, je suis arrivé dans cette catégorie-là. Et ça, c'était déjà une difficulté parce que, en fait, quand on parle de 64 kilos, en fait, il faut s'envisager des 70 kilos qui perdent du poids pour arriver à 64 kilos. Généralement, ça se passe comme ça. Et donc, ils viennent déjà avec leur puissance de 70 kilos. Tu vois, donc, en réalité, ce sont des adversaires beaucoup plus lourds. Voilà. Donc ça a pu constituer une petite difficulté. En fait, ce qui me plaît pendant la compétition, c'est, comment te dire, le challenge.
le challenge que ça représente. C'est-à-dire que c'est toi-même que tu challenges en réalité. Et moi, c'est comme ça que je me figure la chose. Parce que tu ne trouveras jamais aucune excuse valable sur le comportement de l'adversaire. Il est dans son rôle. Voilà. L'adversaire est là pour te mettre à l'épreuve. On peut considérer qu'il peut même tricher, en réalité, et sans que tu n'aies à te plaindre. Donc, le challenge que ça représente, de aller combattre en fait un adversaire qui lui-même a les mêmes objectifs que toi, en fait, cherche à te soumettre, cherche à t'étrangler, cherche en gros à te faire la misère. Il est déterminé, il veut avoir la médaille d'or. Donc, c'est une compétition et la compétition en fait, quand on se figure qu'elle est contre soi-même, c'est en ça que c'est intéressant en fait, parce que on se fixe des objectifs et on essaie de se surpasser pour y arriver. Donc c'est comme un petit film que tu vis pendant un petit moment, tu vois. Un petit film que tu vis où en fait tu amorces ton parcours et vraiment c'est comme je te disais tout à l'heure, tu affrontes des adversaires, des adversaires, des adversaires. Donc on va considérer que ce sont des moments de la vie qui te mettent à l'épreuve jusqu'à arriver au bas de la montagne, la gravir et aller ravir la peau de panthère qui recouvre le trésor qui est au haut de la montagne. Toujours dans la même philosophie. Let's go. Dylan Zan, Dylan Zan. Yeah. Moi, Sur la j'ai préparation une question. d'abord. Est-ce que tu as déjà participé aux absolutes? Oui, j'ai déjà participé aux Absolutes. Pour éclairer un peu tout le monde, Absolute, c'est en fait un mélange de catégories de poids. C'est-à-dire que quand on fait une compétition, on prend les 3 premiers de chaque catégorie et on les fait combattre dans une espèce de même compétition. C'est ça qu'on appelle Absolute. Donc, Et du, et- la catégorie de poids n'entre plus en compte. Voilà. Toutes les catégories de poids sont mélangées, donc vous pouvez combattre indifféremment un 150 kilos, comme un 58 kilos, comme un 67 kilos. Et donc, oui, oui, j'ai participé à Absolute plusieurs fois. Bon, j'ai été plusieurs fois aussi chanceux. J'ai été plusieurs fois chanceux. Parce qu'en fait, je me rappelle, c'est en 2019. 2019, c'est ça. Championnat d'Europe 2019, en fait. J'ai été deuxième dans ma catégorie, enfin, pas ma catégorie, mais dans la catégorie 64, qui est moins de 64 kilos. Et étant deuxième, donc, j'ai participé à Absolute. Et là, j'ai terminé encore deuxième. Et bon, je n'ai pas besoin de rappeler que moi, j'avais 57 kilos quand le plus léger en avait 84. Le plus léger après moi. Donc, c'était particulièrement difficile. Mais c'est ça qui motive. C'est la difficulté, là. En fait, une question par rapport à ta préparation, c'est que le côté mental joue un gros rôle en fait dans la préparation des combattants avant un tournoi. Comment toi tu arrives à te préparer mentalement à aborder les combats? Comment tu arrives en fait à te mettre dans de bonnes dispositions mentales avant d'arriver à une compétition? Quel conseil en fait tu peux donner en fait à de jeunes combattants? On a par exemple John qui est un grand prospect en judo. Donc quel conseil tu peux donner en fait aux combattants qui nous suivent? Ah! Moi, j'ai des méthodes vraiment peu orthodoxes. Bon, déjà, il y a la routine, comment on va dire? Moi, j'estime que gagner ou perdre un combat commence dans le mental. Donc, je trouve difficile de me lever à 5h30 du matin et faire un footing, des exercices et travailler intensement. Tu vois, j'ai plutôt envie de dormir. Et donc, il y a cette espèce de combat dans la tête là qui s'opère. Et donc, me forcer à faire ça, déjà, va impulser le mental à, à mener, pardon, va impulser l'esprit à dominer le corps, en réalité. Donc, l'effort physique s'enregistre, en fait, comment on va dire? Je sais pas, dans les muscles, dans le corps, je sais pas, dans l'esprit, comment il faut dire ça. Donc, déjà, il y a des petites choses comme ça que je m'efforce à faire, donc, pour la discipline mentale. Mais en plus de la routine qui est de se lever, euh, faire des exercices de cardio, un peu de musculation, et tout ça, il y a que, en fait, moi, je regarde beaucoup de vidéos.
Je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Et je regarde particulièrement les vidéos de combattants qui se rapprochent un peu de moi physiquement. Euh, et en fait, le but de ça, c'est d'imprégner en fait les mouvements, les gestes dans l'esprit pour que ce soit un automatisme, pour qu'on n'ait plus à réfléchir. Et regarder beaucoup de vidéos, ensuite travailler vraiment doucement à la salle, ne pas risquer les blessures sur un mouvement quand tu t'es déjà fait prendre le coup. Ne force pas, tape, il n'y a pas d'enjeu particulièrement, mais être pas forcément mou, mais comment on va dire, main de fer dans un gant de velours. Voilà. Donc, on sait quelles sont nos forces et nos faiblesses. On sait à peu près à quoi on va s'attendre quand on va combattre. Et donc, on travaille en fonction. On travaille. Moi, en fait, je prépare le combat surtout au niveau mental. On a tous un idole à part la famille Gracie dont tu nous en as parlé, mais aujourd'hui, quel est le combattant de Jiu-Jitsu qui t'impressionne le plus ou sur lequel que tu regardes le plus actuellement? Combattant de Jiu-Jitsu qui m'impressionne le plus, à lequel je regarde le plus. Ouais, c'est pas pareil, hein, parce que Réponds aux deux il y alors. a Réponds aux celui deux qui alors. Ah, d'accord. Bon, je dois t'avouer que moi, je regarde beaucoup. Il y a pas un que je regarde particulièrement. Je regarde beaucoup Marcelo Garcia parce que il a des mouvements et des techniques que j'affectionne particulièrement. Marcelo Garcia, pour la petite histoire, en fait, a battu 2 fois comment on va dire, le fils de Rickson Gracie. Mhm. Euh, J'oublie son prénom. Euh, c'est Cron Ron Gracier. Gracie, exactement. Et donc, il a une technique qui est le arm drag. Euh, c'est une technique, en fait, qu'il a éprouvée un peu contre des adversaires lourds et contre des adversaires vraiment aguerris. Et j'aime bien cette technique. Donc, je regarde beaucoup Garcia. Je regarde beaucoup Gordon Ryan. Gordon Ryan, c'est un peu la nouvelle école du Jiu-Jitsu et c'est le champion des champions. Gordon Ryan a la particularité de n'utiliser que les mêmes techniques, en fait. Il utilise toujours la même technique et il vient toujours à bout de ses adversaires de la même façon. Il a battu André Galvao récemment, là, et c'est une victoire de Gordon Ryan qui m'a encore une fois impressionné, qui a forcé mon respect, même si je n'aime pas forcément l'homme. Je n'aime pas forcément l'homme, je le trouve particulièrement irrespectueux. Mais voilà, ça ne reste pas moins un combattant vraiment de très bon niveau. Et donc, je regarde beaucoup Gordon Ryan. Je regarde aussi, comment il s'appelle, le patron de la 10th Planet. Il a un nom un peu qui sonne italien. Bravo. Eddie Bravo, merci. Eddie Bravo, merci, c'est lui. Alors, je dois t'avouer que celui que je kiffe le plus, ah, mais c'est l'ancienne école, hein, mon gars. C'est Rickson Gracier. Mais justement, comme je te posais comme tout à l'heure la question, la suite, c'est quoi? Est-ce que tu continues dans le BJJ ou est-ce que depuis que le MMA est autorisé en France, est-ce que tu as envie de peut-être te tester au MMA? Euh, c'est quelque chose que j'ai envisagé, me tester au MMA, ouais, dans un, et il y a des combats. Moi, je n'ai jamais fait de combat MMA en tant que tel. Donc, il y a des combats amateurs dans lesquels je peux déjà m'essayer. Mais très franchement, j'envisage ça. Qui sait, c'est peut-être pour cette année ou pour l'année 2025. En tout cas, tu seras le premier à savoir ça. Je vais bien communiquer dessus. Effectivement, j'envisage ça. J'envisage ça parce que j'estime que c'est un bon terrain d'exercice justement pour tester le jiu-jitsu, tu vois. C'est. Le taux de succès de combattants BJJ qui réussissent en MMA est élevé.
Donc, forcément, si la transition se passe, forcément, bah, t'es du bon côté de la chose, en fait. Essayez, on va essayer, mon gars. Et Bon, en plus, aussi, avant ton premier combat, nous, on insiste dans la capsule. Avant ton premier combat, on veut que tu passes dans la capsule, venir nous dire comment ça se passe et qui sera ton Ouais, premier ouais. combat, forcément. Je ne vais pas manquer. Je ne vais pas manquer. Le jour du tournoi, le 28, quelle est la playlist qui passe dans les écouteurs de Matt? Bonne question. Ah, mon frère, je vais peut-être te surprendre ou peut-être pas. Ah, c'est le Mungongo, mon gars. Au, au- Le Mungongo, mon gars. C'est que... Mon gars, je te vois bien même rentrer avec ça sur un combat avec le morceau d'Iboga à la bouche comme ça là. Mungongo dans les oreilles, c'est que là, je n'ai plus le temps de quelqu'un, mon gars. Je ne regarde plus quelqu'un, oh là là. Quelqu'un Là, me tu ne regarde. marches plus avec nous, Quand tu je te marches dis avec les Mungongo, là, esprits, c'est tout. c'est pas dans les oreilles, hein, mon gars. C'est bien tout le monde entend. On se demande, mais c'est quoi ça? En tout cas, on est content de t'avoir aujourd'hui quand même. Donc, pour tous les, pour tous ceux qui nous regardent, n'oubliez pas, liker, partager et aussi poser vos commentaires. On veut savoir ce que vous retenez de l'intervention, en fait. En fait, j'aurais une dernière question, en fait, du coup, Matt. C'est, Oui. est-ce que toi, tu as une technique ou une position, en fait, préférée en JJB? Si oui, pourquoi? Moi, j'affectionne les techniques de base. Vraiment, j'affectionne les techniques basiques. Les Jujigatame, les triangles, euh, euh, les L'anaconda. clés, comment on appelle ça, les techniques d'étranglement qu'on appelle au quartier la clé 14. Donc oui, non, moi on a parlé de toi, on a parlé de tes techniques, on a parlé de la danse de l'épervier. Maintenant, tu as vu qu'on vient de terminer une session qui s'appelle les Jeux Olympiques. Et malheureusement, Oui. lors des Jeux Olympiques, le Gabon est souvent très mal représenté. Toi, quel est ton avis par rapport au sport de combat, aux arts martiaux, au niveau du Gabon, et même au niveau du sport même gabonais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Le Gabon est un réservoir vraiment en termes de talent et de compétences en la matière. Et ça, depuis très, 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 très longtemps. Euh, c'est un regret qu'on a même exprimé dans une chanson à l'époque qui s'appelle Nous, Mm. où on déplore le fait que il n'y a pas assez de moyens qui sont mis dans, oui, dans le sport de façon générale, mais euh, il faut quand même plus investir de façon à ce que les talents s'épanouissent, quoi. Parce que Effectivement. beaucoup de talents naissent, grandissent et meurent sans qu'ils n'aient l'occasion vraiment de briller, d'exploser, d'être vus à l'extérieur. Et je pense que c'est un peu la, la culture de la négligence qu'on a entretenue qui fait que, en fait, ça se répercute un peu sur nos résultats quand on va dans les grandes compétitions. Euh, pour la petite histoire, moi j'ai assisté à comment l'équipe nationale de karaté se retrouve à une compétition et la licence n'a pas été payée et, ils n'ont pas pu être logés et les per diem n'ont pas pu être donnés, les salaires n'ont pas pu être payés, ils sont livrés à eux-mêmes, ils se déplacent eux-mêmes, certains paient eux-mêmes leurs billets, ne sont pas. C'est autant de choses un peu qui freinent un peu
l'épanouissement des talents, quoi, de façon générale. Et ça, il faut, au-delà de tout, une volonté étatique. Voilà. Parce qu'il y a les moyens, tu vois. C'est ça. Quand tu dis C'est, les termes comme ça on aime. Il faut dire les termes. Parce que Léo, il devait passer par beaucoup de vagues pour dire que on ne met pas assez de moyens dans le sport en général. Moi, j'ai bien aimé. oui. Non, Léo allait dire ça parce qu'il sait ça. Non, mais je sais ça. Pour la petite histoire même, j'en ai parlé directement à mon beau-père, hein, que vous connaissez tous, Maître Peck Joumas, karatéka Hmm. 8e dan de karaté. Il était là cet été pour mon mariage d'ailleurs. Et on a parlé de ça et effectivement, je lui ai posé la même question et il a parlé sans langue de bois. Effectivement, il a la même réponse que Matt vient d'émettre. C'est ce qu'il a également dit. Et moi aussi, c'est ce que je confirme. Mais je trouve même qu'on est même plus négligé qu'avant. Parce qu'avant, on avait quand même des grands champions. On avait des Brice Ndjavé, vice-champion du monde de full contact. On avait un Stéphane Zué en boxe qui perturbait les Cubains à l'international. Tu avais les maîtres Joumas, maîtres, comment il s'appelle, Don Sima. T'avais de la reconnaissance. Aujourd'hui, à part un Anthony Obam, et puis Matt et Komi, parce qu'on les connaît, parce qu'on voit qu'ils sont sur la scène européenne, on voit pas tant les talents gabonais émerger. Moi, je sais que il y a un Mais quel champion homme de dit ça? karaté Kyokushin au Maroc, un Gabonais, mais je me souviens plus de son nom. Je sais qu'il y a un champion gabonais aussi toujours au Maroc, champion de kickboxing, mais je ne connais pas son nom. Je suis incapable de te dire quel est son nom si je ne vais pas faire de recherche, parce qu'aujourd'hui, nos talents sont obligés de s'exporter pour se développer. Et ça, c'est pas normal, forcément. Non, mais les gars, sans vouloir faire polémique, on a déjà dit en fait qu'il y a un problème d'investissement en général dans le sport et c'est pourquoi on a du mal à ressortir aujourd'hui un visage, on a du mal à pousser des talents et c'est pourquoi donc on ne voit pas donc des boxeurs aujourd'hui qui peuvent nous représenter à l'international et ça va dans notre sport. Il y a des talents qui meurent chez nous et qui ne peuvent pas s'exprimer et c'est ça le problème je pense principal. Ouais, c'est ça. Il y a aussi ce problème de communication du côté des athlètes où on ne sait pas ce qu'ils font. En fait, si tu ne fréquentes pas, par exemple, un peu le milieu des sports de combat et tout, il y a beaucoup d'athlètes là, gabonais, qui sont là. Ils ont des palmarès au niveau national, mais tu ne connais pas. Parce que eux-mêmes, aujourd'hui, on ne va pas seulement accuser l'État, eux-mêmes, ils ne communiquent pas. Juste une petite parenthèse, par exemple, concernant le judo, chez les cadets et les juniors ici. Le jeune Tibari Ngema, je crois, qui a eu la médaille de bronze à l'Open de Madagascar. Mais pour que le président de la transition puisse le recevoir quand il est revenu de l'Open de Dakar, ben, lui, quand il est parti, c'est pas la fédération qui l'a envoyé, c'est son père. Mais quand ils sont revenus, quand lui il est revenu avec la médaille, ils l'ont reçu et tout. C'est pour ça que tu vois d'un coup de force, parce qu'il est très actif sur TikTok, mais d'un coup de force et les gens qui commençaient un peu à parler, la fédération s'est un peu bougée pour envoyer les autres en Côte d'Ivoire, les dernières peines de judo qu'il y a eu. Donc, les combattants, moi aussi, je pense qu'ils devraient communiquer parce que il y a certains, même nos légendes, on n'a pas d'informations, on n'a rien. Tu vas demander à quelqu'un de cette nouvelle génération, par exemple, Bouddha Cardo, il va te regarder, il va te dire qu'il est ton père. Madola, pareil, et j'en passe, en fait. Donc, je pense que les combattants aussi devraient un peu plus communiquer, tenir une page Wikipédia. Et pour ça, je veux juste lancer un appel. La capsule est la plateforme où tous les combattants, tous les pratiquants d'arts martiaux sont les bienvenus pour partager ce qu'ils font, leurs projets et la suite pour eux en fait. C'est la raison pour laquelle on a créé la capsule, c'est la raison pour laquelle la capsule existe. La capsule, c'est la plateforme où vous serez toujours à jour concernant tout ce qui se passe en termes de sport de combat, en fait. C'est un peu ça. Je disais merci la capsule. Ah, bah c'est. Et
Et vraiment, c'est vrai ce que le frère vient de dire. Par cœur. Si moi j'ai une question hors contexte, on est sur la capsule, mais tu as dit tout à l'heure que tu étais un artiste. Effectivement, tu es un artiste dans tout ce que tu fais. Franchement, être avec toi, on s'ennuie jamais. Mais au-delà de l'artiste martial que tu es, moi, ben, peut-être que tu peux nous donner aussi des infos sur le futur musical de Max le Seigneur Lion. Mais écoute, je vais en fait sortir au compte-goutte un certain nombre de titres. Et là, j'ai commencé déjà avec un dont la vidéo est disponible déjà sur les réseaux sociaux, YouTube en particulier. Le titre, c'est Dame Lune. Après Dame Lune, il y a d'autres qui sont censés arriver incessamment sous peu. Je vais procéder d'une façon vraiment pas inédite un peu, parce que je n'ai pas la prétention de faire sortir un album dans le sens, au sens traditionnel du terme. Mais voilà, comme je disais, une série de titres. Et puis, au fur et à mesure, le public appréciera, n'appréciera pas, on prendra la température. Et ce qu'il faut encore signaler, c'est que cette fois, je vais un peu, je vais pas dire m'essayer, mais un peu me, me faire découvrir dans d'autres exercices. Ce que j'appelle d'autres exercices, c'est autrement que chanter ou rapper comme on m'a souvent vu. Et c'est-à-dire que là, ça va mélanger le conte, euh, le film vidéo. Quand je parle de film vidéo, c'est vraiment film vidéo, entendez-le au sens Patrick Ngabando. On voit un peu la chose. Patrick Ngabando, mais sans le côté, comment on va dire, sans le côté caricatural. Bon, on va dire Patrick Ngabando, c'est dans l'exercice, quoi. C'est ça l'exercice. Et donc, le conte, le petit film vidéo, et évidemment, la chanson, et voilà, ça va mélanger un peu tout ça. Donc voilà, donc je n'ai pas la prétention de faire sortir forcément, voilà, une série de 10 titres, de 10 chansons, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je vais tester un peu d'autres formes d'expression que la chanson. D'accord. Et pour tous ceux qui nous écoutent, Dame Lune est déjà disponible sur YouTube, donc allez cliquer et aussi dans toutes les plateformes où vous retrouvez vos musiques MP3 et etc. Donc allez-y massivement, téléchargez, achetez et cliquez sur les boutons like et partagez aussi. Bientôt disponible sur Gestor. Let's go. Donc, ce qui nous amène à la raison pour laquelle nous sommes là, UFC 305 du côté de l'Australie, qui va opposer Dricus Duplessis, le prodige de l'Afrique du Sud, contre Israël Adesanya, prodige du Nigeria. Donc, ce sera le main event de cet événement. En co-main event, on aura Steve Herzeg contre Kai Kara France. Ce que nous allons faire, vous le savez déjà, on va se focaliser sur le main event. On va analyser le main event avec Matt et on va donner nos pronostics sur le co-main event et le main event. Donc, let's go, sans plus tarder, partagez, commentez et restez câblés. Donc, Yes, let's go. Donc, UFC 305 du côté de l'Australie, on a le champion de la catégorie middleweight, Dricus Duplessis, contre Israël Adesanya. Alors, Dricus Duplessis qui revient, qui a capturé la ceinture contre Sean Strickland. Yeah. Et avant Sean Strickland, il avait battu Robert Whittaker.
KO, deuxième round. Et Israël Adesanya, qui avait capturé la ceinture contre Alex Pereira, et il a perdu la ceinture contre Sean Strickland. Et les deux vont s'affronter. Il y a déjà un bif en allant au combat. Un bif que, en fait, moi, je comprends pas d'où le bif vient, mais bon, qui est le vrai africain. Mais bon, je sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, let's go. John, comment tu vois la chose se passer? Pour moi, tu as commencé avec l'avantage mental. Adesanya, en fait, c'est de savoir ce qu'il a envie de faire. C'est l'envie de faire parce il sort une défaite durant laquelle il n'avait pas de solution. C'est la première fois, en fait, même dans le combat face à Pereira, je trouvais qu'il avait des solutions qui n'ont simplement pas fonctionné. Contre Strickland, il n'avait aucune solution et durant les rounds, en fait, il dit à son corner, je n'arrive pas à l'avoir. Donc, est-ce que mentalement, il est prêt? C'est vrai qu'il y a il y a ce problème hors fight. Est-ce que c'est ce qui le motive à revenir pour vraiment récupérer la ceinture? Ça, c'est le gros point d'interrogation pour moi sur le plan mental. Après, si on revient sur le plan purement sportif, euh, deux combattants qui se ressemblent dans le sens où ils viennent du pied-point. Ils viennent du pied-point, Duplessis qui est très agressif dans sa manière de combattre, qui a un cardio. C'est quelqu'un qui avance toujours en fait, qui a un cardio de malade. Pour moi, c'est un vrai championship fighter. Donc, il a les 5 rounds dans dans le corps. Et quand on voit quand il prend la ceinture à Strickland, au tout début, il est vraiment dominé. Il prend la mesure. Après le deuxième, il prend la mesure de Strickland et parce qu'il avait chaque fois c'est quelqu'un qui avance, qui avance, qui avance. Et Adesanya on sent bon, il n'est plus à présenter, super technique, stratégique, mais avantage du Plessis au niveau de la lutte et pour moi ça peut être un point essentiel qui peut faire basculer le combat. Ok, ok. Tu as un peu fait le tour de la chose. Matt, partage-nous ta science sur comment tu vois le combat se passer. À quel combattant tu donnes l'avantage et quel sera pour chacun les atouts à utiliser pour gagner en fait le combat. Dricus du Plessis est un adversaire particulier. C'est un adversaire qui encaisse, certes, mais qui avance toujours. Il est toujours en marche en avant et qui sait être très, très, très dangereux quand il réussit à acculer son adversaire dos contre la cage. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'il est vraiment le plus dangereux. Parce que à ce moment-là, s'il réussit à passer en lutte, vous mettre la main dessus et vous emmener au sol, à partir de ce moment-là, le combat se complique pour n'importe quel adversaire. C'est vrai qu'on a vu un Strickland qui a su à un moment donné contenir un peu les amener au sol de Dricus du Plessis, certes, mais on a vu aussi à quel point il est dangereux quand il vous amène au sol. Et surtout, c'est un adversaire, la musculature au physique un peu, c'est le genre d'adversaire qui est très puissant. Voilà. Il a vraiment de la dynamite dans les points. On a vu face à Robert Whittaker, quand il vous envoie 1, 2, 3, ça change complètement la physionomie du combat. Et c'est vraiment pour moi un challenge pour Adesanya dans la mesure où en fait c'est une espèce de antithèse en fait du style de Israël Adesanya qui lui est un combattant plutôt euh, comment on va dire ça, qui est champion dans la science de te tenir à distance, hein, et de te donner des coups en maintenant la distance. Il sait entrer, sortir, il est en plus très bon dans tout ce qui est esquive des mouvements de roseau, comme je disais tout à l'heure. Voilà justement le style de combattant
qu'on peut associer au roseau. Voilà. Parce que il est longiforme, il sait aller au rythme et dans le sens du vent quand il le faut. Donc, c'est ce genre de combattant-là. Mais par contre, euh, l- Adesanya, dos au sol, n'est pas forcément le summum en termes de, en termes de performance, quoi. Donc, je trouve que Adesanya, dos au sol face à un adversaire comme Dricus du Plessis, voilà la partie qui peut être dangereuse pour Adesanya. Donc, tant qu'on restera dans le compartiment du combat où on sera debout à se donner coups de poing et coups de pied, donc tant qu'on sera dans la partie pied-point debout, Adesanya a de fortes chances. Mais alors, je pense que euh, la question c'est est-ce qu'il pourra maintenir cette stratégie-là jusqu'au bout, c'est-à-dire tenir 5 rounds en maintenant Duplessis, qui est un adversaire qui, lui, ne fait qu'avancer, avancer, avancer, avancer. Est-ce qu'il pourra tenir 5 rounds sans aller une fois au sol? Une fois au sol, est-ce qu'il aura vraiment la capacité, un, ou de renverser la situation, ou au mieux de contenir Dricus Duplessis, ou de sortir? Parce que c'est vraiment le compartiment du combat où Dricus Duplessis est le plus dangereux. Ensuite, il y a la puissance de Dricus Duplessis. C'est vrai que Adesanya a fait déjà face à des combattants qui sont forts dans les points. On a vu Adesanya quand même combattre contre Jan Blachowicz, qui est une catégorie au-dessus et qui est reconnu quand même pour avoir de la dynamite dans les points. Adesanya quand même m'a fait bonne figure. Donc, est-ce qu'il pourra réitérer l'exploit? Il y a toutes ces questions-là qui se posent, mais il y a surtout que il a un peu, comment on va dire, augmenté, accentué le challenge parce que c'est le fond de tension qu'il y a derrière ce combat-là. C'est-à-dire que je trouve que Dricus Duplessis est un peu provocateur quand il vient. Effectivement, c'est vrai, ce sont les faits. Il est le premier champion. Est-ce qu'il est le premier champion africain? Non, En Non, fait, mais non. sud-africain. c'est de son côté, en fait, l'argument qu'il met au devant de la chose, c'est le premier champion qui est né en Afrique, qui s'entraîne en Afrique et qui a capturé la ceinture en sortant d'une Mhm. académie africaine, en fait. C'est ça, en fait. Mhm. Effectivement, effectivement, ça nuance un peu, mais c'est quand même tendancieux. Ouais. C'est c'est quand même tendancieux. Venant de Dricus Duplessis, qui, quand même, étant sud-africain blanc, ne va pas quand même nous manquer de faire un petit saut dans l'histoire. Donc, quand il amène, quand il amène des arguments comme ça, des idées comme ça sur la table, voilà qui a un peu piqué Adesanya dans son orgueil. Et donc, de là est née en fait un peu la petite tension là qui fait bien les affaires de l'UFC parce que ça fait une hype autour du combat. Mais c'est un challenge pour Adesanya dans ce sens où il est obligé de gagner. Il sort, comme disait Franck tout à l'heure, comme disait John tout à l'heure, d'une défaite. Hein. Il sort d'une défaite, donc il a à prouver. Hein. Et là, il va affronter un adversaire qui a quand même un profil qui est de nature à lui poser beaucoup de difficultés, tu vois. Et en plus, ça va être le champion blanc sud-africain contre, contre le champion natif d'Afrique, Israël Adesanya. Donc là, personnellement, il faut qu'Adesanya gagne. Oh, Mais si on veut rester sur le papier, moi, je donne l'avantage à Dricus Duplessis. Johan? Mon problème que j'ai en fait, c'est sur le visage d'Adesanya qu'on aura à l'UFC. Parce que le dernier combat contre Sean Strickland, j'avais du mal en fait à reconnaître Adesanya qu'on avait eu l'habitude de voir. J'avais l'impression que ces combats contre Potan l'avaient vraiment épuisé. C'est comme si en fait ça avait enlevé que ce soit la motivation, même en fait le guerrier qui est en lui. Donc là il a fait quoi, 9 mois
je crois, sans combattre. Hmm. Ouais. Hmm. Donc, 9 mois. ouais, 9 mois sans combattre. Donc, c'est quel visage, en fait, d'Adesanya on aura là? Est-ce que ce sera le combattant qu'on avait avant Potan, ou même, en fait, lors du dernier combat contre Potan, ou c'est le combattant qu'on a eu contre Sun Strickland qui a passé le temps, en fait, à fuir pendant 5 rounds? Et on s'est tous demandé, en fait, mais où est Easy? Parce que combattre, en fait, un bon lutteur, ça, c'est pas un problème. Avec son striking, en fait, c'est low kick. Le plus souvent, il pouvait, en fait, dès le premier, deuxième round, en fait, détruire tellement, en fait, les jambes de l'adversaire que le combat était terminé. L'exemple qu'on avait, je me rappelle quand on avait analysé son combat contre Costa, où tout le monde avait peur, les gens se disaient, en fait, genre, mais waouh, si Costa, en fait, arrive, en fait, à l'amener au sol avec son JB, etc., etc., ça peut mal se passer. Un round, il a suffi. Il avait détruit le pied gauche. Donc moi, c'est plus, en fait, c'est le mental, en fait. Est-ce qu'on va retrouver le easy de d'habitude? Ou bien ce sera ce easy-là qu'on a vu contre Strickland, en fait, qui a l'air essoufflé. Donc pour moi, ça va se faire là, en fait, parce que pour moi, en termes de striking, Easy est un génie. Donc si on a le Easy génie, en fait, qui vient d'habitude, même pour un Dricus, en fait, le combat sera très, très, très compliqué. Léo, Ok. Et- Bon, écoute, moi, personnellement, j'attends de voir ce qui a changé chez Adesanya parce que le fait d'être toujours au devant de la scène a permis à ses adversaires de connaître un peu le style Adesanya. Donc son style est connu de tous. Mais comme je vous l'avais déjà indiqué il y a 2 ans de cela, hein, Adesanya, une fois qu'il est touché, c'est compliqué de se remettre mentalement. Pereira l'avait déjà touché. Une fois que Romero l'a mis en difficulté derrière, les combats ont été compliqués. Il a été obligé de s'en remettre à son style de combat où il maintient l'adversaire à distance, comme Matt vient de le dire. Mais maintenir un adversaire à distance 25 minutes, c'est compliqué. Donc moi, j'attends de voir ce qu'il nous a concocté ces 9 derniers mois parce que on sait qu'il est capable de défendre sur des lutteurs, contre des lutteurs. On sait qu'il est capable de mettre KO des gens bien plus costauds que lui parce qu'on a vu ce qu'il a fait avec Pereira, un bon contre. Mais effectivement, Matt, toi tu dis que Strickland, il fait en sorte que ses adversaires soient toujours piégés. Mais malgré tout, le regard, la motivation, l'énergie qu'il a donnée sur ce combat, je ne sais pas si c'est de la fatigue ou pas, mais je l'ai senti pour la première fois dépassé par les événements. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit dépassé par ces événements ne l'a pas tout simplement affaibli mentalement? Parce que malgré tout, Adesanya, c'est quelqu'un qu'on voyait beaucoup dans les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui faisait le show, qui était toujours en première partie, de Lifestyle Bender, etc. Ces derniers temps, ces 9 derniers mois, est-ce que vous l'avez beaucoup vu sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous l'avez beaucoup vu se vanter ou montrer ce qu'il fait? Non. Moi, j'attends de voir. Concernant Dricus du Plessis, c'est un combattant que je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout son style, mais vraiment pas. Mais force est de constater que c'est quelqu'un qui, comme Matt l'a dit, qui avance, qui est à la différence de Costa. Ils ont le même gabarit, mais selon moi, est plus intelligent que Costa. Parce que, bah oui, non, mais plus intelligent, parce que Costa, tu as l'impression que dès que tu as compris comment le bloquer, il sait plus rien faire derrière. Il sait pas se remettre en question et il reste Ouais, toujours sur le même game plan. Alors que Duplessis, contre Strickland, s'il n'avait pas réagi, pour moi, il perdait, hein. Là où Adesanya va devoir faire attention, c'est effectivement sur le coup de marteau, parce que on a quand même un Pereira, on a quand même un Duplessis, c'est un Pereira bis, hein, en termes de punch. Un peu moindre, hein, ouais. on va pas dire que c'est le même punch, mais c'est un Pereira bis. Et il a cette facilité à, à prendre de la place dans la cage. Voilà, il est là. Et déjà, Adesanya a eu du mal
à faire des cadrages et à essayer d'esquiver Strickland, est-ce que si Duplessis se met au centre, il va pouvoir s'en sortir? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les derniers combats Adesanya, c'est beaucoup défensif contre. Défensif contre. Est-ce que ça, c'est un game plan qui fonctionne? On verra bien. Maintenant, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'Adesanya boxe Duplessis. On va pas se mentir. J'ai juste envie qu'il le cogne. Et malheureusement, si il ne le fait pas, on peut dire bye. Moi, je le dis, hein, on peut dire bye bye à Adesanya en UFC. Peut-être pas parce que Dana White va le virer, mais plutôt parce que je pense qu'il il aura fait tout ce qu'il a à faire et il va se mettre, peut-être revenir en kickboxing ou changer de. Moi, je le vois changer de fédé, hein, personnellement. Voilà. Je donnerai mon pronostic à la fin. Alors, la question qu'il va falloir se poser, c'est justement si, en fait, l'envie de gagner est toujours là, en fait. Parce que Adesanya, c'est quelqu'un qui a été multiples fois champion de la catégorie middleweight. C'est quelqu'un qui a tenu le titre pendant longtemps en middleweight, qui a fait le tour de la catégorie middleweight. Bon, avec les anciens, hein, on parle de Robert Whittaker, on parle de Kevin Gastelum. C'est quelqu'un qui a fait le tour de cette période-là, de cette ère-là. Mais maintenant, avec le nouveau jus en middleweight qui est arrivé, on parle des Sean Strickland, on parle de, comment on appelle, Dricus du Plessis. Est-ce que ce sera la même chose? Est-ce que ça donne à Adesanya l'envie de toujours être rageux, tu vois, bon, avec les périmètres du combat qui arrivent contre Dricus du Plessis, ce que j'ai aimé, pour rebondir sur ce que Léo vient de dire, ce que j'ai aimé justement, c'est le fait d'Adesanya de disparaître des réseaux sociaux. Ça, je me dis, c'est peut-être par rapport au fait qu'il se dit, comme Matt vient de dire, je vais affronter quelqu'un qui dit qu'il est plus africain que moi alors qu'il est blanc. Je pensais un peu ce feu-là qui brûle en Adesanya et puis je me dis qu'il prend la chose sérieusement en fait. Il est d'abord allé sur un terrain qui n'aurait même, pour moi, qui n'aurait même pas dû prendre ses rentrées dans le jeu provocateur de Duplessis. Parce qu'il y a bien eu des autres combattants qui ont, comme Kamaru, je ne l'ai pas vu commenter ça. Tu fais ton show, tu fais ton show. Bon, peut-être parce qu'ils sont dans la même catégorie, donc il a décidé de parler. D'une part, quand tu dis Israël a quitté, là je suis d'abord sur le problème des réseaux, a un peu disparu des réseaux, mais parce qu'il est conscient que s'il perd la même sauce qu'il avait, la même sauce sur les réseaux, s'il publie une voiture ou quelque chose, les gens vont tomber sur lui. Ça, il est conscient de ça. Du combat qu'ils ont choisi de mettre blanc contre noir, c'est dangereux et Israël n'est plus le même. Comme avait dit Léo, dès qu'un mec prend un KO, dès qu'un combattant prend un KO, souvent, il a peur maintenant des coups. On a regardé le deuxième combat contre Pereira, c'est sur un contre. Israël est devenu, certes il défendait, mais tu ne ressens plus le mec qui domine dans la cage, qui va t'attaquer. Tu as maintenant, pour moi, j'ai l'impression qu'il a maintenant peur de prendre des coups. Et avec un gars comme Duplessis qui a un volume terrible, qui prend des coups, mais il te charge et Et il avance en plus. en fait, je ne vois pas comment il ne va pas aller au sol. En fait, je ne vois pas, parce que Israël a maintenant ce truc d'aller dos à la cage. Je ne vois pas comment Duplessis va faire pour ne pas le soulever, pour l'amener au sol. Et le facteur âge qu'on prend souvent et le côté bling-bling. L'autre, il a faim. L'autre, il veut encore défendre quelque chose. Mais est-ce que Israël, encore ça pour moi, Israël est mort depuis, entre parenthèses, et ça me mort, monsieur. Pour moi, il est mort quand il a battu Pereira. C'est genre un truc qu'il avait au summum pour moi dans sa tête. Dès qu'il a battu Pereira, il a commencé à faire Il n'y les a plus de pauses. source de motivation. Dès qu'il a battu Pereira, il a commencé à faire les pauses. Maintenant, peut-être que le conflit entre je suis un vrai Africain ou pas va donner
une grosse envie à ce mec-là pour qu'on ait un combat 2, je suppose, au cas où il ne se fasse pas étrangler au 4e round. C'est pour ça, je pense que la donne, la petite sauce extra combat avec la polémique de africain, pas africain, moins africain, plus africain. Je pense que ça peut changer la physionomie du Ouais, combat. ça peut changer. Maintenant, moi, la question que je me pose, à l'heure actuelle, et je sais que chacun d'entre vous s'est les posé, mais n'ose pas le dire. Aujourd'hui, pour certains, dont moi, on veut tous qu'Adesanya gagne. Mais qu'est-ce qu'il va mettre en place pour gagner? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez que Adesanya peut mettre en place pour frapper Duplessis? Sincèrement, si pendant ces 9 mois, Adesanya n'a pas un peu travaillé sa lutte, n'a pas un peu travaillé son JJB, j'ai du mal à voir Adesanya gagner. Hein. En fait, moi, si j'étais un peu dans le camp d'Adesanya ou si j'étais Adesanya, travailler la lutte en termes de défense, ouais, effectivement, mais j'ai un peu observé le combat de Lyoto Machida contre Chael Sonnen. Et voilà l'exemple d'un bon striker, même si on n'est pas forcément dans le même style, parce que Lyoto Machida, c'est vraiment un karatéka, même dans l'octogone. Voilà. Mais il a ceci de commun avec Adesanya, que c'est quelqu'un qui est un maître dans la science de la gestion de la distance, qui sait rentrer et sortir, donner le coup qu'il faut au moment où il faut. En fait, le style un peu de l'abeille, quoi. Tu piques, tu sors, tu piques, tu sors, tu piques, tu sors. Et je l'ai vu opposé à Chael Sonnen. Et la stratégie qu'il a mise en place à Chael Sonnen, contre Chael Sonnen, je l'ai trouvée très très intéressante. Parce que justement, Lyoto Machida a ceci de particulier que ses défaites, la plupart de ses défaites et ses combats les plus difficiles ont toujours été face à des lutteurs. Des Yoel Romero, des Derek Brunson, des mecs comme ça. C'est toujours face à des mecs comme ça que Lyoto Machida a perdu. Il a donc mis face à ce type d'adversaire-là, a ajouté dans son arsenal une petite donne qui est le coup de genou. Et donc, c'est très 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 intéressant parce que le lutteur a besoin de se baisser pour aller chercher les jambes. Ouais. À ce moment-là, il faut peut-être capitaliser sur les coups de genou ou alors l'uppercut toujours en préparation, toujours prêt à être donné, comme un peu on a observé avec Cédric Doumbé à un moment donné de son combat contre Baki. Donc pour moi, si Adesanya capitalise sur cet aspect-là, il a quand même des chances de venir à bout de Dricus, quoi. Donc, ce qui nous amène dans la partie préférée de tous les capsuleurs, la partie pronostic. Donc, pour rappeler le classement, on a en tête de classement, on a Johan avec 46 points, suivi de Léo avec 36 points, suivi de moi avec 35 points, suivi de Parker avec 34 points. Ah, c'est serré, hein, ici, là. Et pour terminer, John avec 29 points. Toto. Alors, pour t'expliquer comment ça fonctionne, Matt, en fait, si tu veux, on fait des pronostics avec la manière de gagner, le round, et c'est ça, en fait. C'est Oui, KO. Par exemple, si tu as KO premier round, tu as donc la victoire par KO, et au premier round, ça te fait 3 points. Donc, pour rappeler, on va pronostiquer Steve Zek contre Kai Kara France, le co-main event, et le main event, Dricus Duplessis contre Israël Adesanya. Donc, on commence avec qui? John, vas-y. Qui? Comment? KO deuxième, Adesanya, KO deuxième. Tu notes, hein, Johan, hein? Bon, moi, je peux me mouiller déjà. Parker, vas-y.
R5 KO deuxième round. Duplessis soumission quatrième. Moi, je vais aller avec Herzeg à la décision. Dricus Duplessis, KO quatrième. Ok. Il va gagner par soumission. C'est ça, le même Twitter. Je dirais Kai Kara France à la décision. Non, la vérité, je vois pas des années à gagner, hein. Donc, je partirais sur Dricus Duplessis, KO au troisième round. Donc, Adesanya KO quatrième round. Et puis, attendez, le co-main event d'abord. C'est sur 3 ou 5 rounds? C'est sur 5. 3 rounds. 3, ok. Ouais. 3. Ok, donc, ouais, non, Steve KO, troisième round. Ok. Et Matt, tu nous fais l'honneur de nous donner tes pronostics. Alors là, moi je vois Kai Kara France perd par décision partagée. Ok. Adesanya gagne par KO au troisième round. Sur un Mawashi guéri bien placé sur la tempe. Les ancêtres ont parlé, là. Ça. Les enfants. Donc, on arrive au terme de l'émission et on va remercier infiniment Matt d'avoir été avec nous, parmi nous, d'avoir partagé sa science, sa philosophie en art martial parmi nous, d'avoir partagé sa passion pour le BJJ avec nous et aussi d'avoir participé au pronostic et à l'analyse. Retrouvez Dame Lune sur YouTube, bientôt sur G-Store et sur toutes vos plateformes où vous procurez vos musiques. Donc, Exactement. Matt, on te laisse la parole. Ben, je ne peux pas dire quelque chose de différent de ce que j'ai dit tout à l'heure. En réalité, les arts martiaux ne sont pas simplement euh, ne se résument pas à un apprentissage de technique de combat. Et ne se résument pas au physique, mais c'est plus un travail de l'esprit. C'est un travail pour parfaire son esprit. Et, et les arts martiaux ne peuvent être intéressants que si on ne fait la déduction dans la vie de tous les jours, dans la vie au quotidien. C'est ça. Donc, retrouvez la capsule sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes. Abonnez-vous, partagez. Et c'est ça, quoi. Tout le monde dit là, on peut vous retrouver. Les gars, vous la parole. Toujours avec le même nom. Et n'oubliez pas de regarder tous les combats. Ne faites pas seulement comme Johan. Après avoir regardé le biberon du bébé, il vient à 7 h du matin. Et puis voilà, quoi. Allez, Le parteur, on le retrouve toujours sur Twitter. Et tout au long de cette émission, vous avez pu remarquer et entendu, écouter le rire d'un homme dangereux. Donc, depuis que tu es dernier, même la qualité de ton image, de ton son, rien ne va. Rien ne va dans ta vie depuis que tu... Tom, c'était. Bon, les gars, Johan dit où on te retrouve, on se quitte parce que là, je dois aller travailler, les gars. Dans la capsule, c'est tout, les gars. Suivez le number one. Ne jetez pas votre argent, n'écoutez pas par cœur. Il est parmi les derniers. John, c'est un toto. Bon, et puis, bon, de toute façon, c'est le premier, quoi. Number one. P4P. Ok, donc, on se retrouve le mois prochain. Dans la capsule, restez tablés. On a UFC 306 qui arrive. En tout cas, restez câblés. On vous apporte toujours tout ce que vous avez envie de savoir
concernant les sports de combat. Donc, c'est peace!